Bonjour à tous. Un club de la photo aujourd'hui avec Bernard Plossu. À 78 ans, le photographe français expose ses années américaines à la FAB dans le 13e arrondissement à Paris, le nouveau centre d'art, galerie d'Agnès B, dont bon nombre de tirages inédits. On ne prend pas une photographie, on la voit, puis on la partage avec les autres, dit-il. Une sincérité, simplicité qu'on retrouve dans tous ses voyages méditerranéens, américains ou encore mexicains. Un vagabondage dans le Chiapas des années 60 qui reparaîtra bientôt en livre aux éditions Contre-jour. Bernard Plossu est aujourd'hui l'invité de Bienvenue au Club. Une émission programmée par Henri Leblanc avec Anouk Delfino, préparée et coordonnée par Lara Dutèche-Pérez, réalisée par Félicie Faugère avec aujourd'hui Timothée Hubert à la technique, la belle équipe de Bienvenue au Club. Et bonjour Bernard Plossu. Bonjour. Bonjour. En voyant toutes vos photographies, et il y en a beaucoup qui paraissent, reparaissent ou vont reparaître prochainement, je me demandais, est-ce que d'après vous, le monde a besoin de photographes ? Plus que jamais. Parce que techniquement, on peut mentir en photo maintenant, effacer des gens, truquer avec toute la modernité. Et la vraie photographie telle que le XXe siècle la définit, c'est-à-dire des preuves de ce qui se passe, est plus que jamais nécessaire. Vous n'avez jamais menti avec vos photos ? Non, par exemple, après ce que je viens de vous dire, je ne suis jamais passé au numérique. Je reste purement argentique et je défends beaucoup la tradition française des aînés, que ce soit Cartier-Bresson ou Vouvaille. Cette tradition-là, elle est humaine et il faut surtout qu'on la perde pas, quoi. Surtout pas. Avec l'argentique, on peut pas tricher. On peut pas. Non. Même avec le cadre ? Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est beau parce que c'est une belle métaphore. À la fois, c'est la vérité qu'on voit et en même temps, c'est la vérité qu'on partage sans pouvoir la fausser. C'est vrai. C'est le contraire du fabriqué. C'est là, quoi. On vit dans un monde baigné d'images aujourd'hui. Tout le monde peut prendre des photographies. Qu'est-ce qui fait le photographe ? Un point de vue, une sincérité, un besoin. En fait, il n'y a que deux choix dans la vie, être ou paraître. Et la photographie permet d'être. Si on fait un métier artistique pour paraître et pour être connu, on passe à côté de la plaque. Céline disait très bien déjà autrefois, évoquer la postérité, c'est faire un discours aux asticots. Écrivain, peintre, photographe, on croit que c'est des métiers éthérés, poétiques et tout, mais en fait, même quand on ne fait pas quelque chose de politique, on est politique. À partir du moment où on partage quelque chose, on partage une pensée. Et la photo a la même importance que la littérature. Ça serait une catastrophe si au XXIe siècle elle disparaissait. Mais c'est un statut d'ailleurs, une reconnaissance qu'elle a tardé à obtenir, la photographie, d'être un art comme les autres, un art peut-être voire même majeur. Ça a pris du temps, mais voilà, c'est presque allé trop vite tout d'un coup. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai beaucoup de mal à aller dans des grands événements photos parce que c'est comme si tout d'un coup de rien on était passé à tout et trop. J'avais entendu une jolie réflexion qui disait par rapport à l'art, avant on disait le marché de l'art et maintenant on dit l'art du marché. C'est assez rigolo comme boutade. Bon, c'est vrai que la photo maintenant plaît. Bon, une anecdote qui vaut tout ce qu'elle vaut mais qui est essentielle pour nous photographes. La grande photographe du XXe siècle, c'était Tina Modotti, qui était une Italienne communiste vivant au Mexique. Elle est morte dans l'oubli. Et il y a quelques années, un bouquet de fleurs qu'elle avait photographié s'est vendu $400,000. Bon, c'est incroyable pour nous d'avoir vu les choses évoluer si vite. Tina Modotti au Mexique qui photographie des fleurs, qui est engagée, trotskiste, et qui se retrouve dans le marché de l'art avec une photo une fois morte, post-mortem, redécouverte à $400,000. C'est une métaphore incroyable que c'est aller vite et peut-être trop vite, je sais pas.
Mais il y a au moins cette reconnaissance de la génération des pionniers, dont vous faites aussi partie, Bernard Plossu, par les regards que vous avez pu poser sur certaines situations dans certains pays. Être le premier à poser son regard sur quelque chose, un événement, une scène, un quotidien. C'est particulier, hein? Oui, c'est particulier. Je sais que les choses sont allées très vite. Par exemple, je suis beaucoup allé au Sahel, et au Niger, au Mali, et c'est pas pareil maintenant. En moins de 30 ans, enfin j'y étais dans les années 70, donc 70, en un demi-siècle, il y a des pays où j'allais, où on ne peut plus aller maintenant, où j'allais, où d'autres allaient, d'autres photographes. Les États-Unis, il y avait Alain Dister, l'Afrique, il y avait Bernard Descamps, enfin on est nombreux. Et c'est des voyages qui sont plus les mêmes maintenant. On est aussi confronté au fait que les gens où vont les photographes voient aussi des millions de touristes qui font des photos avec leur téléphone. Donc ça change les donnes. Je comprends très bien que les pueblos indiens dans l'Ouest américain interdisent la photo. Même le dessin, ils interdisent même le dessin. C'est interdit. Donc voilà, je comprends. Pourquoi ils l'interdisent? Ils l'interdisent parce que les gens ne respectent pas. Ouais. Bon, eux, en plus, il y a les croyances, le côté mystique. Les Indiens sont très mystiques. Même. Et ils en avaient marre de voir des gens photographier leur pueblo, alors que pour eux, l'image est quelque chose d'assez abstrait à comprendre, voire souvent à refuser même. Dans pas mal de cultures, l'image, la photo était refusée. D'où l'importance de la trace que certaines de vos photos actent de ces pays, de ces terrains où l'on ne peut plus retourner. Et au contraire, comme vous venez de l'évoquer, il y a aujourd'hui plein de petits bouts, des parcelles de monde, des fragments dont le regard a été battu et rebattu d'une certaine manière aujourd'hui, qui sont presque épuisés par les centaines et les milliers de photographies qui ont pu être prises de ces lieux. Alors voilà ce qui est fantastique dans cette aventure, celle que vous vivez actuellement, vos années américaines. Il y a déjà eu un certain nombre de projets édités sur ces photographies que vous avez réalisées. Bernard Plossu, ce projet là dont on va parler, il vient compléter les précédents de Go West, un livre qui était sorti en 76, ou encore So Long, ou encore Far Out, qui rassemblait vos photos réalisées en 70 et 71 pour le magazine Rock and Folk. Et voilà que vous redécouvrez une boîte, enfin plutôt 6 boîtes, contenant près de 860 bobines. C'est une redécouverte pour nous, mais aussi pour vous, parce qu'au-delà, en retrouvant ces boîtes, vous avez pu rouvrir une véritable boîte à souvenirs. Comment vous relisez ces images américaines aujourd'hui, plus de 40 ans après? En fait, c'était il y a tellement longtemps que j'avais oublié, et c'est mon fils qui les a retrouvées. Et donc, il me les a données, et je commence à les regarder. Bon, je reviens à cette idée du XXe siècle. Je ne sais pas comment sont les États-Unis maintenant. Je suis parti en 85, je ne suis jamais retourné. Je ne sais pas comment c'est. Par contre, se replonger dans le passé, c'est impressionnant. Ce qui est étrange d'un point de vue mémoriel, c'est que tous les gens que j'ai photographiés, je me souviens de leur nom. Tous. Absolument tous. Je vois sur les planches contact, il y a un tel, leur nom. Alors que j'ai oublié des gens que j'ai vus il y a 2-3 jours. Quant à se replonger dans son passé, c'est pas si facile qu'on pourrait croire. Parce qu'il y a des bons souvenirs, des mauvais souvenirs. Il y a un peu de tout. C'est la vie. Se souvenir de leur nom, ça dit quelque chose de votre pratique photographique. C'est-à-dire que vous ne photographiez pas quelqu'un sans son autorisation? Oui, alors là, c'est pas compliqué. En 1975, j'étais au Niger. Et c'était tellement fort d'être avec les nomades Pelvororo, Touareg. C'était tellement fort que j'ai décidé d'arrêter tous les objectifs à faire le 50 mm, qui est celui qui est proche de l'œil. Donc, quand je regarde les photos des États-Unis, il y a toujours cette rigueur du 50 mm, qui est l'école française de la photo, en fait. Et donc, elles sont éternellement ni à la mode, ni pas à la mode. Elles sont... J'aime bien l'expression avoir un regard juste. Un bon écrivain, c'est quelqu'un qui aussi... Jean Echenoz a un regard juste, par exemple. Et c'est très important. J'aime bien dire cette anecdote que mon photographe préféré, c'est Jean Echenoz. Vous voyez, c'est pas... Bon, on a beaucoup de points communs. Ce que je vois en découvrant ces photos, c'est une phrase que m'avait dit un élève. Bon, j'étais enseignant en Arizona, et un élève m'a dit « Mais monsieur, vous photographiez comme une danseuse ». Et ça m'a fait réfléchir.
à quel point l'art le plus proche de la photo, c'était la danse. C'est le mouvement? Parce que c'est le mouvement. C'est pas que le cerveau et que l'œil, c'est aussi s'approcher, se reculer. Au 50 mm, on n'a pas de téléobjectif, on n'a pas de grand angle. On a une seule vision, très sobre. Et j'ai réfléchi à ce qu'il m'a dit. C'est vrai que c'est un ballet. On voit bien dans les photos. Il y a un très bon film sur Cartier-Bresson. On le voit sauter en l'air à un moment. C'est un film de John Milly qui avait été présenté au Centre Pompidou par Clément Chiroux. Et ce film montre à quel point Cartier-Bresson dansait. Bon, moi j'ai beaucoup fait de photos en compagnie d'Édouard Bouvard. Il dansait. C'est un ballet. On se rapproche, on s'éloigne. C'est gracieux. Et vous aussi, Bernard Plossu, vous êtes un danseur de la photographie. Vous venez d'évoquer Henri Cartier-Bresson. Alors on va l'écouter, le père de l'instant décisif. Pour moi, la photographie est un moyen de dessiner, n'est-ce pas? Un moyen de tenir mon journal. Et dans le fond, si il n'y avait pas une exigence de communiquer, de montrer aux autres ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, enfin de témoigner sur notre monde, sur notre époque, n'est-ce pas? Mais je m'amuserais tout autant si j'avais pas de film dans l'appareil. Pour moi, la grande jouissance, c'est d'être devant un sujet hop, qui s'impose à moi, hop, n'est-ce pas? Et puis d'avoir appuyé au bon moment. C'est un lien entre le sujet qu'on sent intuitivement et une composition rigoureuse, enfin une géométrie qui vous surprend. Et ça, c'est une fraction de seconde et c'est le seul moment de création. Il faut se débarbouiller toutes ces idées préconçues, tous les clichés, puis en face de la réalité, tout de même, c'est tel quel dernier mot. Henri Cartier-Bresson en 1972, Bernard Plossu, c'est une voix que vous connaissez, vous avez parlé ensemble, vous êtes connus tous les deux? Vous êtes jamais croisés? Très, très proche de Édouard Bouvard. Mais pas de Cartier-Bresson. Je l'ai vu une fois, mais il n'y a pas eu de contact, non. Avec regret? De toute façon, on n'a pas besoin de rencontrer ses maîtres. Il vaut presque mieux ne pas les rencontrer. Et non, Bouvard, Ronis, oui, Doisneau aussi, tout le monde. Mais avec Bouvard, il y avait une passion de la sensualité aussi. C'était un poète sensuel, Édouard. Ce qui est intéressant dans ce que raconte Henri Cartier-Bresson, et ça rejoint cette phrase de vous que je citais en ouverture de notre entretien, c'est cette idée du regard plus que de la photo. Oui. Avec les années, est-ce que vous arrivez à définir, à fixer les situations, ce qui attire votre regard? Est-ce que c'est justement cette idée du mouvement, avant tout? Oui. Je trouve que dans beaucoup de vos photographies, il y a toujours cette idée du départ. Il y a deux choses. Ma grande culture est italienne. C'est la peinture italienne, 20e siècle, les années 30. Et François Carassan, qui est l'élu à la culture à la ville de Hyères, a dit, si un seul mot pour toi, métaphysique. Bon, il y a ça. Mais, malgré tout, il n'y a pas que le décor vide de la métaphysique. J'aime les gens. Et dans les photos américaines, il n'y a que des gens. Il y a énormément de gens et ça me passionne de pouvoir photographier les gens aussi. Bon, est-ce que c'est métaphysique? Ça, je sais pas. Hein. Moi, je sais pas quoi dire. Mais les deux sont intéressants. Le vide et le plein, les gens et personne. Et peut-être plus prosaïquement, quand on voit toutes ces voitures que vous avez photographiées, ces trains, ces vols d'oiseaux aussi, ces voitures, elles sont à l'arrêt, mais on sait qu'à un moment, quelqu'un va venir, va se mettre au volant et va partir quelque part. C'est là où je vous dis, il y a toujours induit, peut-être inconsciemment, cette idée du départ. C'est peut-être ma lecture, et elle est peut-être fausse de vos photographies, mais il y a ce sentiment d'une échappée qui est comme une promesse. Moi, je suis même un peu cru. J'ai toujours eu besoin de foutre le camp, moi. Et toujours. Et finalement, je me rends compte, en regardant les photos américaines, que j'avais foutu le camp, quoi. Après, j'ai foutu le camp ailleurs, j'ai foutu le camp au Mexique. Et bon, là, depuis quelques années, j'étais sédentaire. Et je préfère être nomade. Ces années américaines, 70-80, est-ce que vous les considérez aujourd'hui comme une période fondatrice de votre œuvre, de votre travail, Bernard Plossu? Non, les années fondatrices, c'était à la Cinémathèque quand j'avais de 15 à 20 ans. Et puis après, le voyage au Mexique à 20 ans. Ça, c'est les années fondatrices. Après le Sahel, dans les années 70, l'Inde. Il y a beaucoup de choses sur l'Inde dans Far Out, le petit livre qu'ont fait les éditions Mediapop, parce que l'Inde, c'est ma génération. J'étais à Goa, etc.
Bon, il y a beaucoup d'années fondatrices dans ma vie. Ce que j'espère, c'est qu'il me restera encore une année fondatrice maintenant à 80 ans. J'espère. Laquelle? Je sais pas. Ce serait quoi cette année? C'est vieux, 80. Dans 2 ans, j'ai 80 ans. J'ai l'impression que la vie, ça y est, le tour est joué. Et est-ce qu'il me reste encore une chose? Je sais pas. Si, vous savez, il y a une envie. Pour le moment, je gère le deuil. Après, on verra. Hein? Mais le futur, c'est les enfants. C'est ça, en fait, c'est amusant d'y penser parce que mon maître à penser, c'était un dessinateur de livres d'enfants, Alain Le Sceau. Et il a toujours pensé aux enfants. C'était très intéressant de le voir tout le temps penser aux enfants. Et là, je pense aux enfants du 21e siècle et j'ai compris que c'est pas le même siècle que les miens. Les enjeux sont pas les mêmes, c'est différent. Et c'est eux que vous avez envie de photographier aujourd'hui. Vos enfants, les enfants de ce 21e siècle. Alors, j'ai beaucoup photographié nos enfants. Là, j'ai un peu mis la pédale douce, j'arrive pas encore à photographier. On verra. Mais pour le moment, ce qui me donne de l'espoir par rapport à la photo, parce qu'on est là pour ça, c'est que l'argentique reprend et ça redevient quelque chose aux États-Unis. Les jeunes élèves commencent à rentrer dans l'argentique à nouveau et à oublier le numérique. Voilà, ça me paraît... Vous savez, un jeune photographe qui a envie de faire de la photo, un appareil d'occasion en argentique coûte 100 €. Vous pouvez faire la comparaison avec les appareils numériques. Si un jeune a vraiment envie de faire de la photo, et j'en ai rencontré un en Espagne, un jeune russe, il avait très peu d'argent, mais il pouvait photographier. Il avait acheté un appareil à 100 €. Et bon, il y en a plein. Et l'équipement est léger. Dans les magasins d'occasion, il y a plein d'appareils à 100 € qui n'attendent que les jeunes photographes. Le message est passé, Bernard Plossu. Je reviens aux États-Unis. On a commencé à ouvrir la boîte de souvenirs. On va poursuivre un peu, si vous le voulez bien, parce que cette décennie 70-80, elle est importante durant ces 2 décennies. Ouais. Est-ce que pour vous, l'Amérique est vraiment à un tournant de son existence ? Dans l'existence des États-Unis. Oui, parce que quelque part, on a besoin ou de confirmer ou de détruire le mythe qu'on a eu au cinéma quand on était ado. Quoi. Voilà, parce que c'est un pays à forte mythologie, déjà, évidemment. Ouais. Comment ne pas être happé comme photographe par cette mythologie ou ces mythologies et garder son œil rivé sur le réel, gratter le vernis ? Il y avait une très belle phrase du photographe américain Louis Walls qui avait dit que j'étais le plus européen des photographes américains et le plus américain des photographes européens. C'était assez joliment dit parce que là-bas, c'est vrai que avec tant d'années là-bas, j'étais devenu pas vraiment américain, mais de regard plus porté, mais en restant toujours, comme dit Marc Donadieu, un Frenchie. Ça reste... Bon, c'est une question d'éducation. On n'a pas été élevé avec Batman, on a été élevé avec Vivi Fricotin. On peut pas devenir Batman. On peut pas. C'est 2 mondes. Et même si j'ai vécu là-bas longtemps, je suis resté profondément européen. D'ailleurs, je suis rentré en 85, je suis jamais reparti. C'est le regard d'un Frenchie, en fait, sur les États-Unis, comme vous dites, ces années américaines qui sont actuellement exposées à Paris. Premier séjour à Big Sur, en Californie, en 66, rencontre pour vous avec le mouvement beatnik. Et c'est important de le raconter parce que vous découvrez les États-Unis depuis le Mexique, où vous êtes installé. Aujourd'hui, il y a un mur qui sépare les 2 pays, mais à l'époque, toute la contre-culture permettait de passer aisément les frontières. La Californie, entre 73 et 84, on voit beaucoup de vos photos entre Cadillac et mini short. On va écouter les mots d'un Californien, Lewis Boltz, photographe américain, majeur des années 60. Il voulait, comme il dit, capter l'expérience du lieu dans un entretien où il évoque l'urbanisation assez sauvage, sans vision de la Californie à cette époque, dans ces années-là. Une modernité qui semblait passablement l'effrayer. Vous nous direz ce que vous en pensez, vous, juste après Bernard Plossu. I was looking for the things that were most typical. The things that are the most quotidian, everyday, unremarkable. J'étais à la recherche des choses les plus typiques et j'essayais de les représenter de la manière la plus quotidienne, banale, la moins remarquable. Et je tenais beaucoup à ce que mon travail ressemble à celui de n'importe qui, que n'importe qui aurait pu faire. Je ne voulais pas avoir de style.
Je voulais que ça ait l'air aussi muet, aussi distant, aussi objectif que possible. Et bien sûr, ce n'était pas objectif. J'ai fait tout mon possible dans ce travail pour montrer mon point de vue. J'ai essayé de me mettre dans la peau d'un anthropologue venu d'une autre galaxie, quelqu'un qui viendrait simplement enregistrer ce qui se passe devant sa caméra. Ce qui m'intéressait le plus, c'était l'expérience du lieu, pas la chose elle-même, mais l'effet qu'elle produit, l'effet de ce genre d'urbanisation, de ce genre de mode de vie, de ce genre de construction. Quelle sorte de gens allaient naître de cela? Quelle sorte de nouveau monde était en train de naître ici? Était-ce un monde dans lequel les gens pourraient vivre vraiment? Voilà, c'est fascinant et on retrouve ce que vous venez d'évoquer, Bernard Plossu, cette phrase de Lewis Boltz, parce que vous étiez naturellement l'extraterrestre, cet anthropologue venu d'ailleurs, comme il le dit, puisqu'on le disait, vous étiez français, arrivé là-bas avec votre regard d'Européen. Mais surtout, il parle de ce nouveau monde qui est en train de se construire et qui est peut-être encore celui dans lequel nous vivons un peu aujourd'hui. Vous avez été nourri de cinéma italien, mais aussi américain, de western. Vous avez été un proche de Robert Altman également. Du coup, est-ce que vous avez aussi ressenti ce que Lewis Boltz nous dit à l'instant, cette expérience du lieu, que ça passe quand même par par le lieu, comme si nos pieds étaient des racines. En fait, le lieu et le sol. C'est vrai que pendant une dizaine d'années, je cherchais les traces des Apaches Chiricahuas, la tribu de Cochise, et le seul moyen de les trouver, c'était d'aller à pied dans tous les coins où ils étaient. Donc j'ai retrouvé tous les coins, j'ai beaucoup marché. Je crois que mon proche, ça serait Édouard Abbey, avec Désert solitaire, qui connaissait très bien tout l'Ouest américain à pied. Et on ne peut pas connaître tout l'Ouest américain très bien, mais j'en connais une grande partie parce que je l'ai fait à pied. Bon. Alors les photos, par contre, là, c'est pas des photos de paysages, on montre des gens dans les photos retrouvées. Les photos de paysages, c'est une autre série qui s'appelle Le Jardin de Poussière, où il n'y a personne, où c'est des lieux très très sauvages. Il n'y a que des serpents et des scorpions, quoi. En gros, quelques pumas. Il n'y a plus de sentiers. Et le sol m'a aidé, ce qui m'a aussi permis de comprendre la culture américaine par rapport au film, c'est de la vivre sur la route. Il y a beaucoup de photos faites au volant. Ce que je déconseille formellement, c'est très dangereux. Mais il y a beaucoup de photos faites en voiture. Il y a un autre truc pour quelqu'un qui donne aussi des flous, qui est votre lieu de vos marques de fabrique. Ce que Louis, ça fait le lieu aussi. La voiture, c'est un lieu mouvant. Mais si on veut découvrir les États-Unis, il faut prendre le train Amtrak. Et c'est les trains qui vont dans l'arrière-décor. Quand de Chicago à Los Angeles, le train passe derrière les villes, derrière les villages, et on voit une Amérique qu'on ne voit pas de la voiture. Et c'est une Amérique à l'ancienne, le train, finalement. Et c'est une Amérique en noir et blanc que vous nous présentez aujourd'hui. Oui. Alors, je crois qu'il y a encore des trains maintenant, je crois. J'étais en train de me poser la question. Les gens prennent plus souvent l'avion, la voiture. Autrement, il y a les bus, les arrêts d'autobus. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui s'y passent aussi. Vous parlez des lieux et on les retrouve dans vos photographies arlésiennes. À Arles, vous fréquenterez, peut-être cet été, vous irez aux rencontres d'Arles, vous fréquentez... Une journée. Ben, vous y croiserez vos contemporains lors de cette prochaine édition des rencontres de la photographie. Pour cette occasion, un livre, In Arles, est en préparation chez Arnaud Bizalion, éditeur, avec vos photos et des textes d'écrivains. Il y a une galeriste, Laetitia Talbot, un poète, Pierre Parlant, un sociologue, Bernard Picon, un historien, Jean Chalandas, et puis un autre historien de la photographie, cette fois Christophe Berthoud. Quelle histoire avez-vous tissée avec cette ville? C'est d'autant plus intéressant, je cite Bernard Picon, qui vous décrit comme un observateur distancié pour qui il n'y a ni ordre ni désordre, que vous ne captez pas le patrimoine de cette ville, mais plutôt, là encore, des instants. L'ambiance. En fait, la plupart des photos ne sont pas faites pendant les rencontres, parce que les rencontres, je suis allé que 2 fois. Il y a trop de monde, c'est bien, ça fait vivre la photo, mais bon, c'est intimidant. Moi, ce que j'aime à Arles, c'est la place Voltaire.
là où il y a tous les livres d'occasion sur des tréteaux. Et là, c'est le Arles d'avant. Mais j'y suis beaucoup allé hors saison. Et en fait, c'est la ville de l'éditeur, Arnaud Visalion. Donc un jour, il m'a demandé, est-ce que tu as fait des photos? Je dis oui, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'elles sont connues? Je dis non. Donc sur le gros livre, il n'y a que 3 photos faites pendant les rencontres. Il n'y en a que 3. C'est pas le moment où je fais des photos. Ça m'intéresse hors saison. De toute façon, moi, c'est toujours hors saison. Le prochain très gros projet d'édition que j'ai sur les îles italiennes, c'est hors saison. Hein? Évidemment. C'est les îles en hiver, et même Arles. Mais je suis pas arlésien. En plus, c'est pas une des villes qui me passionne le plus. Raison de plus pour la photographie, d'ailleurs. Mais ce que ça nous dit aussi, peut-être Bernard Plossu, à Arles, in Arles, pour reprendre le titre de ce livre, ouais. C'est que vous vous êtes tout de suite inscrit, peut-être malgré vous, peut-être inconsciemment, dans une histoire de la photographie, tout en restant inclassable, et que cette histoire, elle continue à s'écrire aujourd'hui. Hein. Vous arriveriez à définir votre place dans cette histoire? J'ai aucune idée, alors là. Si on devait mettre quelque chose sur ma tombe, ça serait à travailler au 50 mm. C'est vraiment ma place de l'histoire, c'est d'avoir soutenu le 50 mm, dire à quel point la photographie doit être sobre avant tout. C'est mon point de vue comme un bon écrivain qu'on en revient là. C'est la sobriété qui parle de quelque chose. Mais par rapport à Arles, en fait, j'ai des photos d'Arles parce que j'arrête pas de photographier où que ce soit. J'ai passé 60 ans à faire des photos sans arrêt, partout. C'est mes archives qui sont énormes. Quand on regarde le nombre de livres de villes que j'ai fait, on se rend compte des archives que j'ai. Donc, dans les villes, il y a Arles, comme il pourrait y avoir d'autres villes. C'est affinité, si plus, ça serait plutôt les villes italiennes. Quoique les villes américaines sont tout de même intéressantes. Bon. Photographe des villes, photographe urbain et photographe des grands espaces. Bernard Plossu, vous êtes tout ça à la fois. Moi, je retiens une chose, c'est que le monde a, selon vous, besoin de photographes et que la photographie naît, à contrario, aussi, d'un besoin qu'on ressort au fond de soi. Ah, bien sûr, c'est tout ce que je sais faire. C'est tout ce que vous savez faire, tout ce que vous avez eu envie de faire aussi. Ah oui, c'est tout. Et c'est votre vie. Ouais. Merci Bernard Plossu. Merci. Merci 1000 fois. Une exposition est à voir en ce moment à la FAB, à la galerie du jour Agnès B à Paris. Et des livres sont à paraître. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous.